Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ancienne histoire résumée de Nier Automata. Je vais vous dévoiler maintenant le reportage. Alors, hello aussi! En 3470, les androïdes sont mis en veille suite à l'échec de l'opération Gestalt par Devola et Popola. En 5012, les extraterrestres envahissent la Terre. Des années plus tard, les androïdes qui gèrent les fonctions des réplicants de l'opération Gestalt entrent dans le combat. Création de l'armée de l'humanité, afin que l'ancien monde soit stable, création d'androïdes spécialisés dans le combat contre les extraterrestres, création des machines par les extraterrestres, ils les font fonctionner comme armes contre les androïdes. Mise à l'abri des informations récoltées par les androïdes de l'ancien monde, dans une base sur la Lune. Les machines contrôlent 80% de la Terre. Des années plus tard, évolution des machines et adaptation à l'environnement pour être supérieur à leur créateur, avec la liaison d'un nano-réseau qui met en relation toutes les machines entre elles afin d'avoir le même ordre. L'ordre est de détruire les androïdes. Les machines se révoltent contre leur propre créateur, mais l'ordre substitue encore dans les machines, même avec la disparition des extraterrestres. Certaines machines choisissent de saboter la création de leur réseau, ce qui donne la naissance de machines pacifiques alias Pascal et sa bande. En 11932, création d'androïdes type Yora par l'armée de l'humanité. Le scientifique Zinnia est nommé chef supérieur de ces nouveaux types d'androïdes dans la 6e station orbitale qui a pour nom le Labo. Après des essais de Zinnia, création de la boîte noire des androïdes qui contient les cœurs d'androïdes dans les androïdes de type Yora. Implantation du mensonge dans les androïdes qui est aux fois obéissante à l'armée de l'humanité, le moral des troupes est gagné, la guerre augmente. Création d'une fausse rumeur par Zinnia que l'humanité est toujours présente et qu'elle se trouve sur la Lune. Installation d'un nouveau serveur de communication sur la Lune, en plus de celle qui existe. Création du concept de l'humanité par Zinnia, afin de mettre en avant les humains. Cela fait du coup donner de l'espoir aux androïdes qui combattent. Tout fonctionne bien, mais l'androïde Nanes se rebelle contre son créateur quand il remarque que sa boîte noire est conçue grâce à des noix issus des machines. Il a une vengeance terrible contre son créateur. Il crée une porte dérobée qui est une fonction inconnue qui sert à infiltrer dans le réseau afin de retourner l'usage. La porte dérobée donne accès aux machines de pouvoir prendre connaissance aux informations de l'humanité et de la base Yora, qui du coup à chaque fois que les machines détruisent le schéma des androïdes de type Yora, seront créés. Afin de créer un nouveau système pour confronter les androïdes aux mensonges donnés par Zinnia, ce mensonge est que l'humanité est en vie et de faire perdurer une guerre entre les machines et les androïdes. Les machines détruisent les androïdes de type Yora. Les androïdes sont créés et condamnés à mourir dès leur création. Peu de temps après, Nanes tue Zinnia et déclenche un incendie dans le laboratoire comme une revanche contre Zinnia. Nanes est tuée par Etu. Etu n'arrive pas à sortir du laboratoire. Elle finit par mourir. On retrouve du coup dans l'incendie Zinnia, Nanes et Etu décédés. Une fois l'auto-sabotage des machines fini, le réseau déclenche une auto-réparation grâce aux portes dérobées de Nanes. Le réseau se refait grâce aux souvenirs et aux données humaines que les machines ont eu accès sur le serveur qui est l'ancien monde, comme les informations du projet Gestalt et plus particulièrement le Gestalt original. Grâce à la liaison, le réseau se transforme en un méta-réseau pour faire renaître l'ego numéro 2. Elles prennent la forme de billets en rouge concernant le réseau. Les androïdes peuvent accéder à l'histoire humaine et copient tout en reproduisant sans faire les échecs des humains, c'est-à-dire la démocratie, la monarchie, l'administration, etc., sauf le combat, bien sûr. De l'an 11939 à l'an 11945, la 14e guerre entre les androïdes et les machines commence. L'an 1941,
Création des androïdes 2B et A2 avec les mêmes mouvements et attitudes. Cela commence avec une escouade de 16 androïdes en comptant A2 parmi eux pour une opération de reconquête de la Terre appelée l'opération Black Pearl. Ces nouveaux modèles sont surnommés Unité Yora. On nous présente les deux androïdes opératrices assistantes dans Ceph, nommés Yotsuba et Futaba. Les androïdes sont abattus un par un lors de la descente par l'Altol Johnston. Ils utilisent le satellite D132 pour les sauver. Ils finissent par les abattre. Il ne reste à la fin que 4 androïdes. Ils arrivent sur Terre et demandent l'annulation de l'opération qui a été refusée. Le commandement est donné à A2. Ils repèrent une armée de machines et décident d'attaquer. Ils galèrent mais ils sont sauvés par une bande d'androïdes inconnus. Cette bande détruit les machines et leur indique leurs points faibles. Ils utilisent le satellite D132 pour les sauver. Ils finissent par les abattre. Il ne reste à la fin que 4 androïdes. Ils arrivent sur Terre et demandent l'annulation de l'opération qui a été refusée. Le commandement est donné à 2B. Ils repèrent une armée de machines et décident de l'attaquer. Ils galèrent mais sont sauvés par une bande d'androïdes inconnus. Cette bande détruit les machines et leur indique leurs points faibles. Explique ce qui s'est passé durant l'opération et que l'humanité les a abandonnés comme les unités Yora actuellement. Mais la résistance et les unités Yora marchent ensemble vers la base de résistance. Mais Rose déclare qu'elle ne considère pas encore comme des alliés. Mais numéro 21 remarque que les androïdes de résistance ont des déserteurs en été. La résistance n'apprécie pas et commence à se battre. Lily leur raconte pourquoi ils ont déserté et tout les pardonne. On termine par un Aemon qui dit que Lily est un ennemi, Lily qui a été piratée, et tout décide de sauver Lily du piratage avec l'aide du numéro 21. Numéro 21 réussit à la sauver en entrant dans son système. Elle lui met un nouveau réacteur à fusion pour son corps et rentre à la base en devenant alliés l'un pour l'autre. La résistance montre la base tout en expliquant les informations qui sont récoltées. Divers groupes sont formés peu après. La résistance explique leur niveau de vie à numéro 21. Puis on a une discussion avec les deux filles en robe rouge où elles discutent des émotions des androïdes. Numéro 16 s'excuse auprès de Lily de ce qu'elle a dit et Lily montre ses nouveaux pouvoirs. Tout le monde se rejoint et la résistance part avec le groupe de Yora pour l'opération qu'on a confiée au groupe de A2 par l'humanité. La base lunaire reçoit les données du serveur Mont Kala, ennemi sur les versants du Mont Kala. Les androïdes tentent de faire une embuscade aux machines. Les androïdes demandent des renforts mais a été refusé. L'ennemi a piraté le GPS des androïdes et les a repérés. Ils attaquent les androïdes démolissent les machines. Le groupe va vers le mont Kala, mais Margaret est endommagée, ce qui oblige Dahlia et numéro 16 à rester en retraite derrière. Les machines sont détruites grâce au pouvoir de Lily. Ils voient qu'ils ne peuvent pas y entrer que par les escaliers. Du coup, le numéro 21 reste à l'entrée pour les quitter avec Anemone. Pour la protéger, le groupe entre du coup à l'intérieur afin d'aller vers l'objectif. Le groupe de A2 arrive jusqu'au dernier étage et détruisent toutes les machines en accomplissant leur objectif. Mais malheureusement, tout le reste de l'escouade de A2 meurt en étant détruite par les machines et elle est la seule survivante. Quant à numéro 21 et Anemone, après avoir fait descendre l'ascenseur jusqu'en bas, numéro 21 s'est fait pirater. Du coup, Anemone la tue et quitte le bâtiment. Et enfin, Margaret, Dahlia et numéro 16 sont mortes dans une attaque suicide contre une machine kamikaze en forme de suaire où la machine voulait détruire le mont Kala, mais heureusement, elle a été détruite. En 1942, création de l'android Nanes avec les mêmes mouvements et attitudes, mais avec de nouveaux souvenirs, il ne se rappelle plus de ce qu'il a fait avant. Plus tard, dans la chambre de Diaz, Diaz se met à dormir et se fait réveiller par le pod 006. Pod 006 insiste Diaz à se lever de son lit. Diaz reste dans son lit, alors pod 006 enlève la couverture de Diaz de force. Alors Diaz se lève et sort de son lit. Dans les haut-parleurs de la chambre, une voix dit que la température de l'eau est dans les limites de la normale ou son installation est dans les profondeurs de la mer, afin que l'installation n'ait pas de problème. Le petit déjeuner arrive dans la chambre de Diaz. Pendant que Diaz prend son petit déjeuner, elle demande au pod 006 comment était la préparation de son petit déjeuner. Diaz se dit qu'elle n'a pas besoin de prendre de petit déjeuner. Pod 006 explique que le petit déjeuner est bon pour la santé.
Diaz et Pod 006 parlent ensemble de ce que peut apporter le petit déjeuner sur le corps de Diaz. Diaz remarque qu'il y a une diminution dans la fonctionnalité de ses mouvements. Diaz demande au Pod 006 la façon sur comment elle a eu cette diminution dans ses fonctionnalités. Pod 006 explique que c'est lié au stress durant les transports d'objets. Diaz demande au Pod 006 si c'est la cause. Pod 006 dit à Diaz de ne pas se surmener. Diaz répond au Pod 006 qu'elle fera attention. Diaz ne se souvient pas de quelque chose qui s'est passé la veille et elle se demande s'il y a quelque chose avec une histoire d'équilibre mental. Diaz dit que la nacelle avait raison. Diaz avec Pod 006 se promène dans les couloirs de l'installation dans la mer. Diaz remarque que livrer des matériaux de construction à 1000 mètres sous la mer est une tâche difficile. Elle se dit que celui qui a construit cette installation n'avait probablement pas beaucoup de temps à consacrer à la décoration intérieure. Diaz se rappelle qu'elle est présente dans l'installation en plein milieu de la mer après qu'elle a commencé à fonctionner. Diaz se dit que l'installation dans la mer existe afin que la machine la découvre. Diaz se rappelle que l'installation dans la mer abrite des serveurs de sauvegarde qui ont été créés en prévision d'urgence. Qu'il y a dans l'installation des données sur le conseil de l'humanité de la Lune, ainsi que toutes les escouades Yora. Elle se dit aussi que les données unitaires Yora peuvent être une perte acceptable et que les données de l'humanité sont certainement la source la plus importante au monde. Diaz inspecte la salle des serveurs numéro 27 et elle dit que tout est clair. Diaz essaie de fermer la porte de la salle des serveurs numéro 27, mais la porte est bloquée ou une voix dit à Diaz de faire une vérification plus approfondie. Diaz répond à la voix qu'elle ne comprend pas vraiment les détails. Diaz se dit qu'elle ne comprend pas le fonctionnement de la salle des serveurs numéro 27 et que seul un Android de type S peut comprendre le système de la salle des serveurs numéro 27. Diaz se dit que si les Gousses comprennent le système de la salle des serveurs numéro 27, alors pour elle, tout va bien. Diaz dit au Pod 006 qu'aujourd'hui c'est une mauvaise journée. Il demande au Pod 006 s'ils peuvent réorganiser les données un autre jour. Pod 006 explique à Diaz qu'ils ne peuvent pas enfreindre le règlement. Diaz répond au Pod 006 qu'elle plaisantait. Pod 006 demande à Diaz si elle a entendu que le chiffre porte-bonheur d'aujourd'hui est 9. Diaz demande au Pod 006 s'ils doivent faire leur travail à l'envers. Pod 006 dit à Diaz qu'il ne veut pas. Il demande à Diaz si elle est sérieuse. Diaz se demande ce qui se passe avec la conversation avec le Pod 006 et elle se demande aussi si l'esprit de Pod 006 est vraiment si vide. Diaz se met à penser que comme elle n'a pas non plus beaucoup d'occasion d'exercer son esprit, puisque sa tâche principale consiste à entretenir et inspecter les nacelles, ainsi qu'à effectuer les réparations nécessaires en cas de dysfonctionnement, elle se dit que les Gousses ne tombent pas vraiment en panne si souvent, et que les autres personnes peuvent s'occuper eux-mêmes de la plupart des réparations mineures. Elle se dit aussi que les pods sont des unités de support Android. Les pods sont bien équipés pour faire face aux urgences et sont préinstallés avec des programmes de réparation simples. Et que ces pods n'ont pas besoin d'elle. Diaz remarque que pas mal de temps est passé depuis qu'elle est dans l'installation dans la mer.
Diaz se rappelle qu'elle avait trouvé ennuyeuse d'écouter les informations quotidiennes. Diaz dit au pod 006 qu'elle ne voit pas de lumière rouge clignotante. Elle demande au pod 006 si tout va bien. Pod 006 répond à Diaz qui se pose. Diaz se dit que c'est parfait et qu'elle passe à la suite. Diaz et pod 006 reprennent la route pour aller au poste d'inspection. Diaz et pod 006 pendant la route. Ils parlent de difficultés pour Marseille. Diaz et pod 006 arrivent dans la salle où il y a les émissions du Conseil de l'Humanité. Diaz se met à penser en se disant que peut-être c'est pour empêcher quiconque de localiser l'emplacement du serveur lunaire à partir de la source de diffusion. Diaz se dit qu'elle ne connaît pas la véritable raison sur les émissions du Conseil de l'Humanité. Elle se dit que pod 006 pourra lui dire si elle lui demande. Elle se dit aussi qu'elle ne veut pas le savoir et qu'elle n'est pas vraiment intéressée par le contenu des émissions du Conseil de l'Humanité. Diaz demande au pod 006 s'il y a une émission en cours aujourd'hui. Pod 006 répond à Diaz que l'émission va durer 972 secondes jusqu'à la fin de l'émission. Diaz se dit que c'est son jour de sens. Diaz se met à penser que comme c'est interdit pour elle d'entrer dans la pièce pendant les émissions, Diaz se met à penser aussi qu'elle peut en profiter pour aller dans la salle avec les émissions du Conseil de l'Unité et que pour elle, c'est comme plus du temps libre. Diaz se promène dans les salles. Ensuite, elle prend son déjeuner et elle a tout l'après-midi pour elle. Diaz remarque qu'il y a toujours un pod 006 qui suit Diaz partout dans les installations. Et ils se ressemblent tous. Et tous les pods n'ont qu'une seule conscience en soi. Parmi les pods présents dans les installations dans l'eau, il y a toujours le pod 006. Diaz et pod 006 s'occupent dans les installations dans l'eau, puis parlent du corps de Diaz. Diaz et pod 006 se mettent ensuite à jouer aux échecs. Pendant la partie d'échecs, Diaz remarque que l'installation dans l'eau est remplie de rappels à la civilisation humaine. Pod 006 explique ensuite que tuer le temps est nécessaire pour tout le monde. Diaz se demande pourquoi il n'y a pas d'androïde de type B ou D pour la défense dans l'installation dans l'eau. Pod 006 explique à Diaz que ce n'est pas possible car les types B et D ne peuvent pas effectuer d'entretien, d'inspection et de réparation. Diaz se demande au pod 006 de mettre un androïde de type S dans l'installation dans l'eau. Pod 006 explique à Diaz que les types S s'ennuient facilement et qu'ils ne supportent pas de passer du temps sur des choses inutiles. Diaz et pod 006 continuent leur partie d'échecs. Diaz a des problèmes d'articulation pendant la partie d'échecs et compte aller réparer. Pod 006 dit à Diaz d'attendre. La prochaine expédition, Diaz se demande au pod 006 si c'est dans longtemps la prochaine expédition. Diaz explique au pod 006 qu'elle va essayer de se réparer elle-même. La partie d'échecs se termine. Diaz nettoie la table d'échecs et retourne dans sa chambre. Dans sa chambre, Diaz se met à réparer ses doigts. Elle termine la réparation de ses doigts et se dit que cela devrait tenir jusqu'à la prochaine livraison de fourniture. Diaz remarque qu'elle a pu réparer ce qui lui est essentiel mais n'a pas pu tout réparer. Diaz se dit qu'elle doit juste s'abstenir de ne pas faire de catastrophe jusqu'à la prochaine expédition. Elle se dit aussi que le pod 006 pourra faire les choses dont elle est dans l'incapacité. Diaz remarque un code étrange dans l'espace vide dans sa tête, où cet espace est normalement prévu pour les choses inattendues. Elle se demande pourquoi il y a cela dans l'espace vide,
Et qui est la personne qui l'a déposé? Elle se met à penser que c'est normalement les androïdes de type H et de type S qui s'en occupent. Dia se demande si elle a déposé elle-même. Elle se dit que si elle a fait, mais qu'elle ne s'en souvient pas. Dia se demande si on lui a effacé ses propres souvenirs. Elle se demande pourquoi. Elle se demande aussi si tout le temps libre lui monte à la tête. Dia se met alors à décrypter le code dans l'espace vide. Le décryptage se termine. Dia obtient des coordonnées à l'intérieur de l'installation dans la mer. Elle se demande ce qui se passe. Dia se dirige vers les coordonnées qu'elle a obtenues. Dia remarque que les coordonnées désignent la pièce d'entrée de l'installation. La pièce d'entrée est située vers la route qui mène à l'extérieur et qu'elle est connectée avec l'extérieur. Dia pénètre dans la pièce d'entrée de l'installation. Dès que Dia a ouvert la porte, des lumières illuminent la première zone. Pod 006 arrive à côté de Dia et demande à Dia ce qu'elle fait et si quelque chose ne va pas. Dia répond au Pod 006 qu'il n'y a rien et qu'elle doit vérifier quelque chose. Dia se dirige vers la deuxième porte de la première zone. Dia se demande pourquoi l'espace est si grand avec autant d'espace inutilisé. Pod 006 explique à Dia que l'espace sert à ajuster la pression de l'eau lorsque des choses entrent de l'extérieur. Dia répond au Pod 006 qu'elle comprend. Dia explique qu'ils n'utilisent pas du tout l'espace, sauf pour accéder les endroits. Dia pose sa main sur la deuxième porte. Pod 006 dit à Dia d'arrêter et que l'accès à la deuxième zone est interdit. Dia ouvre la deuxième porte et voit qu'il n'y a rien de l'autre côté. Dia se dit qu'elle pensait qu'il y avait quelque chose. Pod 006 dit à Dia qu'il y a un danger qui approche. Dia répond au Pod 006 qu'elle le sait et qu'elle n'ouvrira pas la porte de l'autre côté de la salle de entrée. Dia se dirige vers les coordonnées qu'elle a obtenues. Dia se demande si les coordonnées ne sont pas un objet mais un phénomène. Pod 006 dit à Dia de faire demi-tour. Dia répond au Pod 006 qu'elle le sait. Dia regarde la deuxième salle, puis la porte qui est en face de la deuxième salle. Dia remarque des égratignures sur la porte et se demande ce que c'est comme égratignure. Elle se met à regarder de plus près la porte. Pod 006 s'approche de Dia et tape sur l'arrière de la tête de Dia avec son bras. Dia demande au Pod 006 ce qu'il fait. Elle explique au Pod 006 que le bras de Pod 006 est sacrément dur. Dia se retourne vers le Pod 006 et voit que le Pod 006 pointe son arme en direction de Dia. Dia dit au Pod 006 d'attendre. Le Pod 006 tire sur Dia. Dia esquive de justesse le tir de coup de feu. Le Pod 006 réussit malgré tout à atteindre Dia sur son biceps. Le Pod 006 retire sur Dia. Dia se met à esquiver les coups de feu. Elle demande au Pod 006 à quoi il joue et de quoi il s'agit. Dia se dit qu'elle doit détruire la nacelle et se demande comment. Elle se dit que les androïdes de type H ne sont pas faits pour le combat. Dia se demande comment elle peut contre-attaquer. Dia se demande si elle doit se battre à main nue, mais elle remarque que ses poings ne sont pas puissants. Dia se dirige vers le Pod 006. Elle attrape la pointe de l'arme de feu du Pod 006 et elle tordit l'arme avec sa main. Dia fait ensuite exploser le Pod 006. Dia sentit pendant un instant
une douleur dans son corps. Dia se demande ce qui se passe. Des pods de 006 sont en train d'arriver. Diaz court vers la porte qui se situe entre la première et la deuxième pièce d'entrée de l'installation. Diaz verrouille la porte. Les pods 006 frappent leur corps contre la porte qui est entre la première et la deuxième pièce d'entrée de l'installation. Diaz voit qu'elle a deux options. Soit être tué par les pods ou de mourir par écrasement par la pression de l'eau. Dia se demande si elle peut choisir aucun des deux choix. Dia se dirige vers la porte qui mène à la mer profonde. Dia se met à penser que quelque chose se casse derrière la porte de la pression de l'eau. Elle se dit qu'elle est prête à mourir pour découvrir ce que c'est. Diaz commence à ouvrir la porte qui mène à la mer profonde. Elle se fait électrocuter pendant l'ouverture de la porte. Diaz se dit que ce n'est pas juste. Diaz se demande pourquoi un tel système se rapporte. Elle reprend d'ouvrir la porte qui mène à la mer profonde. Diaz déverrouille la porte qui mène à la mer profonde. Diaz remarque que la porte qui bloque l'accès à la première zone ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps. Diaz appuie sur le bouton de la porte et la porte s'ouvre. Dès que la porte est ouverte, Diaz est poussé à l'extérieur par une force puissante, presque comme si elle est aspirée dans le vide. Le corps de Diaz s'écrase et s'effondre sur le sol. Diaz se relève. Diaz voit une tempête de sable en face d'elle et répète le mot sable. Diaz se demande ce que c'est le sable. Diaz voit que c'est l'obscurité autour d'elle. Juste en face de Diaz, elle voit un objet rond bleu flottant dans l'étendue noire de l'espace. Diaz se demande si c'est la Terre, mais elle remarque que ce n'est pas le cas. Diaz se demande alors si c'est la Lune. Diaz comprend qu'elle travaille sous la gravité de la Lune. Diaz se met à penser en se disant que le corps de l'androïde Yora pèse environ 150 kg et est contrôlé par de puissants muscles artificiels. Diaz se met à penser en se disant si quelqu'un fait des ajustements à son programme de contrôle pour qu'elle ne s'en aperçoive pas. Diaz comprend que tout ce qui a été mis sur la Lune a été mis en place afin que Diaz ne soupçonne pas une différence entre la gravité réelle et ce qu'elle a elle-même vécu. Diaz se demande ce qu'on lui faisait faire. Diaz se remémore toutes les salles présentes dans l'installation. Diaz se rappelle que c'est interdit pour elle d'entrer lorsque les mots sont diffusés dans la salle de diffusion. Diaz se met à penser en se disant que c'est étrange. Diaz comprend que ce n'est pas un point de relais qui sert de camouflage à la source de diffusion, mais plutôt que c'est la source. Diaz se met à penser en se disant que les serveurs contenus dans l'installation ne stockent pas de données de sauvegarde. Diaz comprend que c'est le Conseil de l'Humanité. Diaz se met à penser en se disant que c'est le secret que les pods 006 ont essayé si fort de casser à Diaz. Et comme l'installation d'un blanc pur n'abrite que quelques centaines de pods 006 et Diaz comprend que le Conseil de l'Humanité n'existe pas. Diaz se met à penser en se disant que l'humanité elle-même n'existe plus. Diaz s'affaiblit et s'effondre sur le sol. Les pods 006 se rapprochent de Diaz. Diaz comprend pourquoi elle a été nommée directeur de l'installation sur la Lune, puisque c'est un androïde de type H. Elle comprend aussi pourquoi elle a été capturée immédiatement et ses souvenirs ont été effacés, avec seulement que des indices dans une région vierge, dont elle avait un accès exclusif. Les pods 006 entourent Diaz. Diaz se met à penser en se disant que ses souvenirs seront effacés et qu'elle retournera à ses bons vieux jours ennuyeux. Elle se met à penser en se disant aussi que le socle de la prise de conscience de l'humanité s'est éteint
ainsi que la tristesse qu'elle éprouve en ce moment, seront tous effacés sans laisser de traces. Dia se dit qu'elle se perd. Dia se lève les mains et attend que les bots de 006 la capturent. Avant que Dia s'évanouisse, elle entend un des bots de 006 lui dire qu'elle est une pauvre enfant et que c'est la 46e fois, pas mal de temps plus tard, dans l'an 11 1945, 2B, avec un escadron d'autres unités Yora, est envoyé à une usine abandonnée pour éliminer une cible de classe Goliath. Après être devenue la seule survivante de l'agression, elle retrouve son scanner assigné Nines. Le couple explore l'usine et est incapable de trouver leur cible jusqu'à qu'elle prenne vie à la périphérie du bâtiment. Une bagarre s'ensuit et le Nines est gravement endommagé dans le processus. Après que 2B se soit frayé un chemin vers le sommet de Goliath, brièvement handicapé, elle trouve un Nines mortellement blessé et brièvement submergé par l'émotion dans une tentative de le sauver. Nines l'implore de le laisser terminer la mission et 2B autant perd hésitation. Une fois la cible détruite, 2B et Nines se retrouvent seulement pour que 3 autres machines Goliath apparaissent et les attaquent. Face à des sens écrasantes, les 2 androïdes sont forcés de faire exploser leur boîte noire afin de détruire les Goliaths. Il est révélé qu'après avoir fait exploser leur boîte noire, les données de 2B ont été téléchargées dans le bunker et transférées dans un nouveau corps assurant sa survie. En 11 1945, création d'un nouveau corps pour 2B grâce à Nines qui a récupéré les souvenirs de 2B durant le combat contre le Goliath et les a transférés vers la base orbitale. Les deux se sacrifient. 2B se rappelle de tout mais pas Nines car il n'a pas transféré ses souvenirs. 2B a reçu par la même occasion une mission qui est d'accompagner Nines durant la mission de reconnaissance et de tuer Nines au moment où il approche de la vérité concernant le procès Yora, alias le mensonge de l'humanité. Cependant, comme il n'y avait pas assez de bande passante et de temps, Nines n'a réussi à envoyer les souvenirs de 2B avec son seul instinct qu'avant de la rencontrer. Réalisant que Nines l'a oublié une fois de plus, 2B serre le point de frustration. Après avoir eu sa séquence de bottes prise en charge par Nines, le duo est envoyé sur Terre afin de fournir des informations de reconnaissance et d'établir un contact avec la résistance côté planète. Au cours de leur effort, 2B et Nines remarquent combien de leurs ennemis de forme de vie de machines sont dociles, certains ayant commencé à prendre des traits humains. Voir cela perturbe visiblement 2B, malgré l'insistance de Nines sur le fait que les machines n'ont pas d'émotion réelle. Au cours de leur opération à la surface, 2B et Nines assistent à la naissance et combattent Adam et Ève, 2 machines humanoïdes créées par le réseau de machines dans le but de découvrir les secrets de l'humanité. Ils rencontrent également Pascal, une machine pacifiste, qui dirige un village de forme de vie de machines aux vues égales, et A2, un androïde déserteur qui faisait partie de l'unité Yora il y a de nombreuses années. Pendant ce temps, Diaz passe son temps à essayer de découvrir la vérité. Dans l'une de ses tentatives, Diaz commence à voir le serveur contenant les données de l'humanité qui se situe sur la base lunaire où elle se trouve. Elle découvre ainsi plusieurs souvenirs et expériences passées de l'humanité. Plus tard, lors d'une opération contre la machine titanesque, le Nines est emporté par l'explosion qui s'ensuit et séparé de 2B. Elle le cherche désespérément et sa recherche l'amène finalement à la ville copiée. Adam l'attend, expliquant qu'il a créé la ville dans ses tentatives de comprendre les humains. Il révèle également qu'il a capturé Nines, leur parlant d'une manière similaire à la crucifixion. Voir cela, 2B se met en colère, jurant de tuer son adversaire Machine. Dans la bataille qui s'ensuit, elle le fait, laissant Adam mourir dans une mare dans son propre sang. Elle libère Nines, l'emmenant hors de la ville qui s'effondre avec la promesse de le renvoyer chez lui.
Après avoir envoyé le corps de Nines au bunker, Toby rencontre Pascal pour voir s'il y a eu d'autres tendances étranges parmi les machines. Elle apprend qu'un autre groupe de machines déconnectées du réseau était ouverte à discuter d'un traité et elle se rend avec Pascal à l'unité abandonnée pour les rencontrer. Il devient rapidement évident que les machines là-bas sont devenues un culte et qu'elles deviennent agressives sur Toby et entre elles, avec l'aide de Nanes, piratant d'autres machines du bunker, Toby est capable de s'échapper. Cependant, à leur retour au camp de résistants, les machines de la région sont devenues folles et ont commencé à manger les membres de la résistance. Après que Nines arrive dans une unité de vol pour aider à envoyer une machine géante, Toby poursuit Eve, la cause du comportement de la machine de son sagrable pour Adam. La bataille est longue et ardue, mais Toby est enfin capable d'arrêter les machines dessinées et de tuer Eve avec un dernier coup de son épée. Avec Adam et Eve détruits et le réseau de machines dans le chaos, le commandant ordonne une invasion à grande échelle pour mettre fin à la guerre avec les machines une fois pour toutes. Les androïdes Toby et Nines travaillent comme une unité de guérilla et dans les autres unités dans leur lutte contre les machines. Pendant la bataille, cependant, Toby est temporairement désactivé par une explosion EMP et doit être sauvé par Nines. À sa grande horreur, cependant, les coéquipiers de Toby se retournent soudainement contre elle, infectés par le même virus logique qui a réclamé Nines plus tôt. Alors qu'elle et Nines sont submergés par les forces de Yora, le couple est forcé de faire exploser leur boîte noire une fois de plus. Pour s'échapper surveillante sur le bunker, Toby rencontre Nines et le duo se précipite pour informer le commandant de ce qui s'est passé. Le commandant, cependant, ne leur fait pas confiance et ordonne à l'autre unité Yora de détenir à la fois Toby et Nines, soupçonnés d'être infectés eux-mêmes avant que l'ordre ne soit exécuté. Les autres androïdes se révèlent soudainement infectés. Toby est obligé de réduire ses propres alliés, apprenant de Nines que la raison pour laquelle elle et lui ne sont pas infectés était due au fait que Nines suspendait leur synchronisation de données plus tôt, après avoir rencontré un problème, alors qu'elle aide le Nines et le commandant à s'échapper du bunker qui explose. Le commandant les arrête lorsqu'ils atteignent les unités de vol. Elle révèle qu'elle est aussi infectée, ayant été synchronisée avec le serveur comme tout le monde. Toby l'implore de venir avec eux, mais reçoit l'ordre de quitter le bunker alors qu'il commence à exploser. Alors qu'elle et Nines s'échappent dans des unités de vol vers la surface, d'autres unités de vol Yora les attaquent. Toby prend le contrôle des systèmes de contrôle de Nines, envoyant son unité de vol dans un endroit sûr qu'à la sienne et en infériorité numérique abattue. Elle enregistre un message pour Nines avant de planter et de découvrir qu'elle a également été infectée par le virus logique. Toby trébuche à travers les ruines de la ville, son corps s'étreignant lentement et incapable de se battre. Alors que de plus en plus de troupes terrestres de type Yora l'entourent, Toby est sauvé par l'intervention d'A2. Malgré cela, Toby sait qu'elle est condamnée puisque le bunker est parti sans sauvegarde. Elle donne son épée et ses souvenirs à A2 dans ses derniers moments, implorant son compagnon Android de prendre soin de l'avenir et de tous les autres. A2 en balle, alors Toby, par pitié, juste au moment où Nines arrive pour assister à sa mort. Il est révélé plus tard que Toby a demandé à Pod 42 d'accompagner et d'aider A2 dans son voyage comme son ordre final. Elle fait également de nombreuses apparitions au cours du voyage de Nines, à la fois dans ses souvenirs en tant que copie construite à la machine conçue pour le tuer. A2 arrive dans le désert et rencontre une machine de classe Goliath nommée Egael. Elle vainc la machine et pirate son ordinateur central, annihilant finalement son noyau. Un mirage de Toby lui apparaît et lui dit qu'elle et A2 sont les mêmes. A2 rejette tant Toby avec colère la notion en
lançant son épée à l'endroit où Tooby est apparu. Nines se réveille dans le camp de campement et rencontre les androïdes Devola et Popola. Les deux androïdes lui expliquent qu'il y a des tours qui sortent du sol et qui perturbent le monde. Et en même temps que l'inspection, un gros bâtiment apparaît dans les environs qui a pour nom le collecteur. Il doit récolter les ingrédients dont il a besoin. Nines finit par entrer dans le gros bâtiment et finit par le détruire de l'intérieur et se sauve avant que tout s'effondre. Après être tombée inconsciente et être réveillée, Pod informe A2 que son filtre est plein de sable et doit être remplacé. Après s'être dirigé vers le camp de résistance, A2 rencontre Pascal, qui est attaqué par plusieurs machines hostiles. Après les avoir envoyées, A2 épargne la machine, malgré sa rancune, et continue vers le camp. Après avoir rencontré Anemone, A2 découvre qu'elle a besoin de l'aide de Pascal pour obtenir un filtre. Hésitant, A2 reçoit de l'aide de Pascal, et à son tour, l'aide lui et ses villageois avec des demandes. Après avoir obtenu un livre de philosophie d'Anémone, le village de Pascal se retourne sur lui-même avec certaines des machines devenant cannibales. A2 retourne au village seulement pour le trouver dans les flammes et les villageois se nourrissent les uns des autres. Elle dit à Pod 42 qu'ils doivent localiser Pascal immédiatement. Après avoir envoyé les machines zombies, elle et Pascal emmènent les machines enfants à l'usine abandonnée pour se casser des machines. Cela s'avère être une erreur cependant, car une force de machines descend sur l'usine. A2 et un Pascal furieux prennent les armes contre les machines et finissent par vaincre la force ennemie lorsque Pascal prend le contrôle d'un des ennemis et les tue tous. Quand les deux retournent à l'usine, ils trouvent tous les enfants qui se sont suicidés par peur de mourir. Pascal, culpabilisé de leur avoir enseigné le concept de la peur, s'effondre mentalement et demande à A2 de répondre à sa dernière demande, effacer ses souvenirs et donc qui il est ou le tuer. Après avoir fait son choix, A2 quitte l'usine et se dirige vers la tour. Nines se lance à l'aventure vers tous les récolteurs présents. Il se lui fait prendre connaissance que leur objectif est de faire disparaître la Lune de la surface et aussi que les androïdes ne servent à rien à part que de mourir et que les androïdes de type Yora sont voués à s'effacer. En s'infiltrant dans son noyau, Nines voit des souvenirs de lui comme avec des souvenirs aussi de traumatisants. Il se dirige vers le dernier collecteur et apprend que c'est comme une sorte de bouclier pour la tour centrale. A2 entre dans le même collecteur que lui et trouve Nines qui est sur le point d'être attaqué par un opérateur corrompu, 210. Elle tue 210 en l'empalant plusieurs fois, sauvant Nines. A2 lui dit alors que Tooby voulait qu'elle lui dise qu'il devait continuer à être une bonne personne. Un Nines mentalement instable devient furieux à la mention de Tooby et l'attaque. Cependant, il tombe à travers le sol en ruine et Auguste apparaît devant A2. Après la défaite de la machine, ses frères l'entourent de supplications de Big Brother, se prosternant et suppliant A2 de l'épargner. Elle choisit soit de les exécuter tous avec hésitation, soit de les épargner en revenant vers l'ascenseur d'où elle venait. Elle fait effondrer le collecteur avant de s'en aller. Nines se dirige vers la tour centrale mais tombe sur Devola et Popola qui le jettent à l'intérieur de la tour. Mais en montant dedans, il se fait blesser. Arrivé à la base de la tour, A2 rencontre Devola et Popola blessés qui expliquent qu'ils ont déjà ouvert la tour pour Nines. Alors qu'ils montent dans la tour, A2 et Pod 42 entrent dans une bibliothèque familière avec Pod 42 expliquant à A2 que ce sont les bibliothèques. Dans les profondeurs de la bibliothèque, A2 rencontre
un livre intitulé Résumé opérationnel du modèle numéro 2 dans le projet Yora et l'ouvre, exprimant sa surprise quant à son contenu. A2 tombe sur les deux filles en robe rouge. Les filles en robe rouge révèlent toute l'existence de Yora et des androïdes et finissent par se sacrifier à la fin. A2 sort du livre. Peu de temps après avoir lu le livre, A2 est attaqué par Kosi, qui s'est infiltré dans la bibliothèque après avoir combattu la machine sur un ascenseur ascendant, tandis que Nanes combat Rossi au-dessus. Les deux se retrouvent et frappent leurs ennemis respectifs dans une arène. Nanes tente d'affronter A2, mais les deux sont forcés de travailler ensemble pour combattre Kosi et Rossi. Les deux machines précédentes ont fusionné. Après avoir détruit la machine, A2 et Nanes s'affrontent finalement. A2 mentionne que la tour dans laquelle il se trouve est en fait un canon dirigé vers le serveur humain sur la Lune. Les androïdes ne l'arrêtent pas. Toutes les données humaines restantes sont détruites. Un analyste mentalement instable dit à A2 que l'humanité est éteinte et que le serveur humain était un mensonge perpétué par Yora pour garder les androïdes en vie. Si un androïde le découvrait, il daignerait être tué. Il déclare que le commandant, lui, Tubi, étaient tous des agneaux sacrificiels. A2 révèle à Nanes que Tubi était en fait une unité androïde spéciale appelée 2E, qui a été conçue pour exécuter spécifiquement les unités Yora et que Tubi détestait tuer Nanes encore et encore. Furieux des paroles d'A2, Nanes dit au pote 153 d'arrêter de parler jusqu'à ce que lui ou A2 soit mort. Nanes combat A2 avec une grande malice et est presque maîtrisé par elle. A2 hésite alors qu'elle se souvient de la demande de Tubi et est empalée par l'épée de Nanes. Alors que A2 tombe au sol dans une mare de son propre sang, elle poignarde Nanes qui tombe juste à côté d'elle empalée sur l'épée de Tubi. Il meurt en essayant de sortir l'épée de Tubi de son torse, mais en vain. Les potes 153 et pote 42 tentent d'évacuer les souvenirs de Nanes. Nanes raconte son passé et ses objectifs antérieurs, ressentant un sentiment de perte à cause de ses fonctions. Adam lui fait signe de le rejoindre sur Lars. Réalisant que les filles en robe rouge ont décidé autrement en mettant fin à l'humanité, Nanes a le choix d'aller avec les formes de vie de la machine à bord de Lars. S'il ne le fait pas, dans son dernier moment, Nanes lève les yeux vers le ciel et dit « Alors, c'est là que vous étiez, Tubi ?» Avant de fermer, Pod 153 annonce l'achèvement du procès Yora. Dès que le Pod 153 demande de supprimer toutes les données personnelles, le Pod 42 refuse la directive, citant la création de nouvelles données. Pod 42 rejette complètement la commande et la conclusion exige la récupération des données afin d'apporter une nouvelle résolution. Pod 42 demande au Pod 153 s'il voulait que les androïdes survivent aussi. Avec Pod 153 à court de mots en raison d'un manque d'autorité sur le sujet, se rebellant contre l'autorité, Pod 42 restaure les données et les parties aux androïdes décédés. Les données englobent tous les souvenirs qu'ils ont vécus, y compris les souvenirs d'A2. Les corps désactivés de Tubi et Nanes peuvent être vus annoncés l'un près de l'autre, tandis que A2 est vu assis sur le bord d'une fenêtre ouverte avec une colombe percée à côté d'elle. Selon le Automata Concert Street 5 Farewell, l'épilogue de la fin de la route E, il est révélé que Tubi et Nanes ont été complètement reconstruits par Pod 153 et Pod 42. Tubi est capable de redémarrer normalement, mais Nanes ne peut pas réactiver car sa mémoire est corrompue, les données ne pouvant pas être récupérées.
Toby décide de chercher un moyen de redémarrer Nines correctement. Après un certain temps, Jackass envoie un mail à Toby pour trouver un indice pour réparer le stockage de mémoire de Nines dans la tour de l'Ars effondré. Lorsqu'elle atteint la tour de l'Ars effondré, Toby est capable de récupérer le protocole de communication des formes de vie de la machine restante. En fin de compte, Toby, avec l'aide des potes, sont capables de réveiller Nines avec sa mémoire complète. Plus tard, sur la base lunaire, Diaz et Pod 006 créent la case. Diaz décide de rester sur la base lunaire de la Lune et de s'occuper du serveur humain, la case, avec le système du Pod 006. Quant au Pod 006, elle change d'apparence pour ensuite prendre le nom de Mama et elle s'occupe du serveur humain, la case, en étant à l'intérieur de la cage. Je tiens tout d'abord à remercier le YouTuber Club Art de m'avoir autorisé à utiliser ces informations. Vous pouvez trouver un lien de sa chaîne YouTube dans la description de la vidéo et également un lien de la vidéo de sa chaîne YouTube où j'ai utilisé les informations. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.